Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple pour commencer adoption et examen du projet de loi portant répartition de sièges ce lundi 29 mai 2023 à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a présenté aux élus nationaux ces projets de loi dont le débat a été reporté après la sortie de la salle de l'opposition. Et puis une commission a été mise en place pour auditionner le député national Daniel Safou. Le point avec Eddie Kabea et Bob Zamba. C'est une plénière initialement prévue pour l'examen et l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges en vue de baliser les chemins pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Tout a commencé avec un huis clos décrété par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga, sur demande de l'opposition parlementaire. Juste après, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a fait l'économie du projet de loi. Mais malheureusement, l'opposition parlementaire a claqué la porte, qualifiant cette loi de discriminatoire. L'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Le débat sur ces projets de loi est donc prévu pour ce mardi 30 mai 2023. Il s'est dénoté qu'au cours de la même plénière, les élus nationaux ont mis sur pied une commission parlementaire pour attendre le député national Daniel Safou sur ses propos d'incitation à la haine contre les tribus Luba. Cette commission est donc composée de 20 députés nationaux dont le président de la dite commission ne doit pas être un Luba. Et juste après la sortie dans la salle de l'opposition, quelques députés nationaux de l'espace Katanga et de l'opposition ont fustigé ce projet de loi portant répartition de sièges. Ils sont au micro de Eddie Kabea et Bob Zamba. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition de sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en violation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Parlons à présent au processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, était l'invité au Parlement européen siégeant à Bruxelles pour un échange de vues sur les élections qui sont prévues en République démocratique du Congo le 20 décembre 2023. Nadine Chochigombo pour le point. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, était invité au Parlement européen, siégeant à Bruxelles, pour un échange de vues sur la situation de la République démocratique du Congo, particulièrement les élections générales qui sont prévues le 20 décembre 2023. Accompagné de Christian Dongala Koukou, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique et auprès de l'Union européenne, le président de la centrale électorale a saisi cette opportunité pour faire un état des lieux du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées et celles à venir. La députée européenne Pierrette Fofana, vice-présidente de la commission développement représentant
L'Allemagne, au sein du Parlement européen, a conduit les débats qui a découlé de l'exposé de la plus haute hiérarchie de l'institution chargée de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Denis Kadima Kazadi a d'entrée de jeu situé les contextes de la mise en place du bureau qu'il dirige, nommé après 28 mois de retard. La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard. Ça, c'est parfois quelque chose qui est oublié. Mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. Beaucoup d'efforts et beaucoup de succès ou même des prouesses sont réalisés. Parfois, vous n'entendez pas parler de ça parce que, en fait, l'observation électorale est orientée vers l'effort de déceler les faiblesses. Alors, dans un travail qui comporte 1000 activités, si 2 activités ne marchent pas, on va insister sur les 2 activités et on va oublier les 998 ou 98 activités qui réussissent. Donc moi, je peux vous dire en tant que président de la CENI que nous faisons du bon travail, nous nous ouvrons aux partenaires. La CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI d'avant. Et nous attendons justement les observateurs de l'Union européenne pour qu'ils viennent constater. Parlons autre chose. À présent, au terme de sa mission dans le 2 Kivu, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, annonce la tenue prochaine d'une table ronde devant se pencher sur les attentes de population de cette partie du pays. Et bien avant, Jean-Michel Sama-Lukonde a apporté les réconforts aux sinistrés de Calais et évalué la situation sécuritaire en Ituri ainsi qu'au nord et sud Kivu. Le point avec Nadine Tsutigombo. Dans le résumé de sa mission qu'il a fait devant la presse, le chef du gouvernement a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde devant se pencher sur les questions sécuritaires, économiques, électorales, la paix des déplacés et sur les attentes de la population de ces 2 provinces. Il mettra sur pied des comités préparatoires auquel il donnera des indications claires sur la tenue de ce forum. Nous avons commencé ici parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord Kivu, à avoir les rencontres avec les différentes forces vives, conseils de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. C'est avant de réaffirmer la détermination du gouvernement quant à son engagement dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda. Par ailleurs, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a également réitéré l'engagement de son gouvernement à soutenir les forces armées et de la police en vue d'éradiquer les phénomènes de M23 qui sèment la désolation au sein de la population congolaise avec l'appui de l'agresseur rwandais. Il a également relevé la remise de l'aide humanitaire à la population de Niamoukubi et Bouchouchou, ainsi que le coup d'envoi des travaux qu'il a donné pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 en vue de relancer la liaison entre Goma et Bukavu. Et puis célébration ce 29 mai 2023 de la journée internationale de casque bleu des Nations Unies. Une journée placée sous les thèmes « La paix commence par moi ». John Moukadi. La journée internationale des casques bleus des Nations Unies est l'occasion de rendre hommage qu'ils méritent à celles et à ceux qui donnent leur vie pour la paix et qui consacrent leur existence à préserver la paix. En effet, depuis leur début en 1948, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent l'un des outils principaux utilisés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes qui menacent la paix et la sécurité internationale.
Tout au long de leur histoire, les Nations Unies ont créé un total de 71 opérations de maintien de la paix. Plus d'1 million de militaires, policiers et personnels civils ont été déployés dans ces opérations, y compris les 125 000 dans les 16 missions en place à l'heure actuelle. À Kinshasa, la radio onisienne, à travers son émission Okapi Service, était en direct au Pullman Hotel autour de la grande question « Qu'est-ce que la MONUSCO fait pour la paix en RDC ?» Succès, défis et perspectives. Quelques participants ont réagi en ces termes. En cette journée de la célébration des casques bleus, il appartient de se poser la question sur les résultats, sur la continuité, sur la collaboration efficace de la MONUSCO, casque bleu, au Congo. Moi, je dis que la RDC devait s'approprier de tout ce que la MONUSCO a apporté comme expertise et voir dans quelle mesure, petit à petit, elle partira et laissera finalement la RDC s'occuper de son intégrité territoriale et de reste. Ils sont là, normalement, pour protéger la population civile. Alors, quand vous me posez la question de savoir le bilan que je dois faire depuis que les casques bleus se trouvent en RDC, ils ont commencé d'abord par la MONUC en 1999-2000. Ensuite, ils ont changé de position pour devenir la MONUSCO. C'était pour stabiliser la RDC. C'est vrai, en tant qu'activiste de la paix, moi je peux dire que le bilan est un peu mitigé parce qu'il y a eu des exploits d'un côté et de l'autre, la MONUSCO a quand même failli. Nous étions invités, nous en tant que les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en partenariat avec la MONUSCO. Et il était normal que nous puissions venir. D'abord, parce que vous savez que parmi les casques bleus, il y a de ceux-là qui ont été tués dans les combats, des hommes en uniforme comme des civils. Alors, nous, en tant que partenaires, nous devons venir ensemble pour célébrer cette journée. Je ne peux pas nier que nous recevons des appuis substantiels de la part de la MONUSCO en termes de renseignements électromagnétiques. Au travers leurs drones, nous recevons également des appuis en termes de la logistique. La MONUSCO appuie nos éléments qui sont même isolés au niveau des unités qui sont isolées dans les opérations. Et la MONUSCO intervient même dans le cadre des évacuations sanitaires. Nous les reconnaissons. En réaction à la célébration de cette journée internationale de casque bleu de Nations Unies, Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de la communication de l'Alliance de démocrates pour le progrès, indique que la population n'est pas satisfaite du travail abattu par le casque bleu en République démocratique du Congo. Philippe Kazadi a été interrogé par Dorcas Vani. La mission des casques bleus en RDC, c'est pareil avec le monde. C'est une force de l'ONU qui a été créée pour maintenir la paix dans des zones en conflit, aider, sécuriser plus les processus électoraux, mais aussi aider et former les militaires de pays dans lesquels ils sont installés. Maintenant, en RDC, ils sont justement appelés à jouer ce rôle-là, mais peut-être qu'il faut dire que depuis que l'ONU est venue en RDC, la population a l'impression ou n'est pas satisfaite du travail abattu par le casque bleu. Parce que dans notre partie Est, le peuple voit une certaine complicité ou une certaine lâcheté du côté de soldats de l'ONU, qu'on appelle le casque bleu, et que les rebelles, les terroristes sont en train de tuer la population à quelques mètres de là où sont installés les casques bleus, mais ceux-ci n'interviennent pas. Donc ça pose un véritable problème sur leur déploiement réel sur les terrains et sur l'accomplissement réel de la mission qui est la leur.
Et puis, le jeune du mouvement de libération du Congo, MLC Fédération de la Funa 1, ont pris part le week-end dernier à une conférence de débat sous les thèmes « Le rôle de la jeunesse face aux enjeux politiques de l'heure ». Une initiative de la présidente de la Ligue de jeunes du MLC Fédération de la Funa 1, Niclette Liema Mola, une manière pour elle d'aider la jeunesse de sa fédération à connaître leur importance, mais aussi le fonctionnement de la Ligue de jeunes au sein du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Bombo. Fiston Galé et Georges Libengue pour le reportage. Le rôle de la jeunesse face aux enjeux politiques de l'ère, ses thèmes principaux, était au centre d'une conférence débat le week-end dernier ici au siège de l'interfédération du MLC dans la commune de Kasavubu. L'organisatrice n'est autre que la présidente de la Ligue des jeunes du MLC, Fédération de la Funa 1, Madame Niclette Liema Mola. Vous savez, nous sommes la jeunesse du MLC et nous avons le devoir de former et d'informer d'autres jeunes parce que nous sommes choisis pour que nous puissions aider les autres. Et quand on descend sur terrain, la jeunesse a beaucoup de difficultés suite aux enjeux de l'ère. On nous pose tant de questions que parfois nous n'arrivons même pas à faire face à ces questions. Voilà la raison pour laquelle nous sommes dit, la Ligue des jeunes du Funa 1, nous allons organiser une journée conférence et débat. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par des intervenants, tous à la hauteur, notamment le secrétaire national du MLC en charge de sécurité, Jean-Louis Zeleda, qui a planché sur l'adhésion du MLC à l'Union sacrée pour la nation et la problématique de l'insécurité en RDC, mais aussi l'importance de la jeunesse féminine dans la politique active par Caramel Bampili. La vice-présidente de la Ligue des jeunes du MLC revient ici sur son exposé. L'importance de la jeunesse au niveau de notre population n'est plus à prouver parce que la jeunesse représente 70% de la population de la RDC, mais aussi c'était important et très pertinent de réunir toute la jeunesse de Funa 1 et donc aussi par la même occasion nous allons faire le même exercice dans toutes les fédérations pour réfléchir sur le rôle de la jeunesse, non seulement au niveau du parti, rappeler l'idéologie et les objectifs de la Ligue des jeunes au niveau du parti. Notez que chaque exposé était suivi d'un jeu de questions-réponses entre l'assistance composée de la jeunesse quinoise acquise au MLC. Ici de souligner aussi la présence du président interfédéral de la Ligue des jeunes du MLC pour la ville-province de Kinshasa. Parlons de l'association fourmilière Bembiste AFOB dans ses journaux. Le président de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC, a procédé le week-end dernier à l'installation de la coordination de l'AFOB dans la commune de Kimbateke. Le reportage est de Fiston Galé et Georges Libengue. L'association fourmilière Bembiste AFOB, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a désormais un comité de coordination reconnu dans la commune de Kimbateke. Celui-ci a été officiellement installé le samedi 27 mai par son coordinateur provincial de Kinshasa, Guy Akongo. Je suis très satisfait de l'installation officielle de la coordination des fourmilières Bembiste dans la commune politique de Kimbateke. C'est une grande fierté pour moi. Je suis très satisfait parce que c'était très bien passé. L'équipe était mobilisée, la population de Kimbateke était vraiment azimite et tout le monde a répondu présent dans ce grand événement. Bien, nous sommes des fourmis. Vous savez, les fourmis travaillent dans l'ombre et dans le calme. On travaille sans bruit, mais nous sommes là sur le terrain. D'ailleurs, vous avez remarqué, nous sommes sur le terrain, on est en train de travailler. Nous avons cette politique d'encerclement. Nous sommes en train d'encercler toute la commune de Kimbateke et toute la ville de Kinshasa et dans le silence. En fait, cette politique de fourmis consiste, selon la vision de la hiérarchie, que chaque parcelle qu'on puisse avoir 2, 3, 4, 5 membres du MLC.
Et c'est désormais Philémon Ngolo Kikata qui présidera à la destinée de la FOB dans cette municipalité de l'ouest de la capitale. Celui-ci a reçu du président provincial tous les insignes lui procurant le pouvoir de représenter cette association acquise aux idéaux de Jean-Pierre Bemba dans la commune de Kimbaseke. Maître Guy Akono a par la suite procédé à la remise des cartes aux membres présents à cet événement. Dans la ville de Beni, nous sommes là au Nord Kivu. Notre correspondant Joël Kamabou nous fait part de la tenue d'une conférence sur la centrale électorale organisée par l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Suivez. Les candidats sont venus de plusieurs coins, notamment Butembo, Lubero, Beniville et Territoire, pour prendre part à cet échange qui consiste à les outiller avant la bataille électorale attendue à décembre prochain. Le président fédéral de l'AFDC au Nord Kivu, le professeur Kinyata, reste convaincu que ce parti membre de l'Union sacrée est prêt à tous les niveaux pour vaincre les élections de 2023. Qu'est-ce que la population doit attendre de l'AFDC? Le professeur Kinyata précise que ce parti veut la vie sociale de la population soit améliorée, mais aussi la sécurité doit être rétablie pourvu que tout citoyen travaille, que le pays se développe. Et les gens se préparent en conséquence, parce que nous sommes un parti politique fort au niveau de notre cher pays, nous occupons la première place. Et nous voulons garder cette place-là. Et pour la garder, il faut nécessairement que les gens se préparent en conséquence. Et notre rôle, c'est d'amener les gens à se préparer, n'est-ce pas, quotidiennement et régulièrement. Un partenaire prône le social. Qui prône le social, et donc nous avons besoin quand même d'améliorer les conditions de vie de la population. Voilà ce que nous voulons. Si la population est dans de très bonnes conditions de vie, si nous commençons à réduire les niveaux d'insécurité dans ce coin, dans cette entité, dans cette province, les gens vont travailler, vont se développer et le pays va aller de l'avant. Voilà donc ce que nous voulons. Que la paix règne, qu'il y ait du travail et qu'il y ait du développement. Voilà notre objectif à réaliser notre... Les participants n'ont pas manqué d'exprimer les sentiments de satisfaction et félicitent les organisateurs de cette activité de la centrale électorale Grand Nord car sont déterminés avec les élections qui pointent à l'horizon. Madame Kavo Karouki et de Lubero, Impoussa Dimash, président Hervé de l'AFDC Butembo, s'exprime. Je suis Mboussa Dimanche, le président urbain de la ville de Butembo au compte de l'AFDC. Nous sommes à la deuxième expérience de notre centrale électorale Grand Nord. C'est une organisation qui a commencé juste quand nous avons fini les élections de 2018. Le Grand Nord n'a pas apporté beaucoup à l'AFDC. Nous nous sommes organisés de notre manière pour que nous puissions apporter dans le panier de l'AFDC un grand nombre de députés au niveau de la province du Nord-Kivu. Donc c'est une organisation dans laquelle nous sommes en train de nous former, notre formation de candidats, pour voir quelle stratégie nous allons mettre en place, comment nous allons gagner la confiance de notre population. Par rapport aux différents thèmes qui viennent d'être développés dans la salle, entre autres, quelqu'un, la voyée de la CENI nous a parlé de là où nous sommes, nous venons d'où, par rapport au processus électoral, et nous sommes où et nous voulons aller où. Et nous venons aussi d'être outillés par rapport aux stratégies que nous devons à plus développer pour gagner les élections à venir, parce que c'est un combat, il n'y a pas de cadeau. Comment se positionner, quelles sont les stratégies politiques, comment ça va évoluer. Et par rapport aussi à nos plans d'action, le message que nous allons faire passer dans nos communautés et comment nous allons élaborer nos calendriers des activités et sur le terrain, surtout pour nous à territoire de Lubero qui est un territoire très vaste. Il s'est de noter qu'une certaine des membres ont adhéré les mêmes jours dans ce parti du sénateur Bahati Lukwebo. La Fondation Cité de Gloire, FCG, a pris part à une formation axée sur le thème renforcement de capacité et accompagnement de femmes et jeunes entrepreneurs en financement basé sur le résultat et intégration du numérique dans la gestion des activités. Et Georges Libengue pour le reportage.
C'est sous le thème renforcement des capacités et accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs en financement basé sur les résultats et intégration de numérique dans la gestion des activités qui s'est tenue cette formation. Un cadre réel d'échange, de partage d'informations et de renforcement des capacités en faveur de participants en vue de quitter l'entrepreneuriat de substance à l'entrepreneuriat de croissance. Ceci, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire de la RDC un pays de création de richesses. Notre pays, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables accessibles et 40 millions de terres irrigables, doté d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir plus de 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois les défis alimentaires mondiaux. En croire la coordonnatrice de la Fondation Cité des Gloires, Aimé Mehdi, si chacun de nous pouvait aimer le travail de terre en commençant par le haut sommet, on ne parlerait plus de faim en RDC. Je suis flattée d'abord par l'intérêt que les participants ont accordé à ces assises. Et bon nombre ont compris qu'il faut quitter l'entrepreneuriat de subsistance et pour migrer vers l'entrepreneuriat de croissance. Et déjà, cette prise de conscience, pour moi, c'est une réussite. Et voilà pourquoi je peux manifester un sentiment de joie, parce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que ce qui peut changer les pays, c'est l'entrepreneuriat. Présent, le secrétaire général du ministère de Petites et Moyennes Entreprises s'est exprimé en ces termes. Mais il faut d'abord faire comprendre aux membres de la Fondation que ce qu'ils doivent faire. Et on ne peut pas le dire en quelques minutes. Donc moi je les invite, je les invite à venir au bureau. Comme ça on va formaliser les choses. Ils doivent savoir ce qui doit être contenu dans le dossier, comment ils doivent monter ce dossier et ce que le ministère peut faire pour eux. Pendant et après la formation, les femmes et jeunes sous la couverture de la Fondation Cité de Gloire ont été satisfaits, émulés par l'enseignement reçu par divers orateurs. La fin de la formation a été sanctionnée par la visite des expositions de certains produits. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a organisé une première séance d'échange avec les enfants reporters sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Cette première séance a eu lieu au complexe scolaire André Kimbuta, situé sur l'avenue du 24 novembre dans la commune de Bandalungwa. Nancy Ileka pour le reportage. Ne donne pas la peine de t'ouvrir à d'autres. Cette première séance d'échange avec les enfants reporters axée sur l'entrepreneuriat, organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, au complexe scolaire André Kimbuta, situé sur l'avenue du 24 novembre dans la commune de Bandalungwa, a pour objectif majeur d'encourager ou de faciliter l'intégration des enfants dans l'entrepreneuriat. Jean-Poncien Chibamba, coordonnateur national du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants et engagement des adolescents et jeunes, revient ici sur la substance de cet échange. C'est une activité qui vise à améliorer le bien-être des communautés dans lesquelles on vit, dans la mesure où il contribue à l'auto-prise en charge des jeunes. Plutôt que d'être des demandeurs d'emploi, nous allons avoir des jeunes qui sont plutôt des créateurs d'emploi. Des jeunes qui vont aider à solutionner des problèmes dans leur communauté dans la mesure où ils vont d'abord les identifier et proposer des solutions, des remèdes à ces problèmes dans leur communauté. Donc c'est un peu ça qu'il faut voir à travers cette activité, c'est-à-dire capacitation des jeunes pour être des personnes capables de résoudre les problèmes plutôt que d'être attentistes et d'attendre que les problèmes soient résolus pour eux par d'autres personnes. C'est un peu ça. Quelques enfants reporters bénéficiaires de cette formation parlent de ses avantages. Savoir déjà que le taux de chômage à Kinshasa et en RDC est très élevé. Le fait de permettre de donner la chance à tout un jeune de pouvoir entreprendre de soi-même de manière plus facile, les motive en fait. Savoir qu'on a une chance d'espérer ne pas finir à la maison comme nos prédécesseurs et savoir que JNU donne à tout un chacun la chance d'évoluer soi-même, de se dire que non, on peut faire nos idées, des projets. L'avantage de cette activité, c'est que ça nous a
disons, ça donne aux jeunes certains atouts qu'ils n'ont pas, notamment la formation, l'encouragement et également l'accompagnement. Parce que nombreux de jeunes peuvent avoir des idées, mais il manque très nécessairement l'accompagnement, l'encouragement, puisque tout reste dans leur tête et ils n'ont pas forcément ces personnes qui pourraient les pousser à pouvoir concrétiser tout ça. Notez que cette séance de formation a été supervisée par Liane Gutter, responsable de la communication, plaidoyer et partenariat de l'UNICEF RDC. Et puis parlons sport, avant de nous séparer, un partenariat a été signé entre le FC Sochaux et la jeunesse sportive de la Tchangou JST, club de la Ligue 2 Zone Ouest, le vendredi 26 mai 2023. Cette collaboration va entre autres permettre la mise en place des échanges entre les deux clubs en matière de compétences et de formation. Jean-Claude Mwamba pour le reportage. C'est avec une grande joie et un grand honneur qu'aujourd'hui nous allons pouvoir annoncer donc la finalisation d'un accord de partenariat sur lequel nous travaillons depuis de nombreux mois, je crois presque un an, entre notre club, donc le FCSM, et un grand club de Kinshasa, la JST. Aujourd'hui, c'est vrai que on est dans un univers ou dans un écosystème pour le football où la compétition à l'égard de jeunes talents est devenue extrêmement âpre en France et en Europe. Et aujourd'hui, bien évidemment, on se tourne vers l'Afrique, parce que l'Afrique est encore une source de talents immense et souvent à détecter. C'est un pays qui a des ressources footballistiques extrêmement peu exploitées eu égard à sa population et eu égard au potentiel qu'elle représente. Alors aujourd'hui, les talents, c'est pas ce qui manque chez nous, c'est plutôt l'encadrement. Et aujourd'hui, on a le club du FC Sochaux qui est professionnel, qui est un club réputé dans la formation. On s'est dit, voilà, ça fait quelque chose de très bien et pour la JST et pour les joueurs congolais. Alors nous, le projet, c'est pas que de recruter à Kinshasa, bien évidemment. On a un projet d'avoir un cellule de recrutement sur l'étendue du territoire national. C'est la première fois qu'un club congolais va avoir un partenariat avec un club européen. Ça sera un partenariat très simple. Le but, c'est d'être efficace et que nos talents puissent aujourd'hui venir ici en France et éclore, tout simplement. C'est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat avec un échange de compétences et un partenariat qui, on l'espère, va perdurer. Comme disait le président M. Laurent, on a du mal aujourd'hui, on est concurrencé par des clubs français et européens, et l'idée c'est d'aller chercher des joueurs que nous aujourd'hui en France on ne peut pas acquérir, aller chercher nos profils de joueurs à haut potentiel au Congo. On oubliait un peu notre ADN et on faisait jouer de moins en moins de jeunes, et je crois que quelque part il y a aujourd'hui un recentrage à faire, une réflexion qu'on est en train d'opérer peut-être depuis un certain temps. Je dois avouer que c'est une réflexion à laquelle les récents événements nous ont un petit peu forcés, mais oui, aujourd'hui il faut faire jouer les jeunes, et pour faire jouer des jeunes il faut aller chercher les meilleurs talents. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention. On se retrouve demain à la même heure. Merci et au revoir.